Bonjour à tous et bienvenue sur France 3 Nouvelle-Aquitaine pour le débat de l'entre-deux tours de ces élections régionales. Un débat qui se déroule depuis l'ancien hôtel de région de Limoges avec les 5 têtes de liste en lice pour ce second tour. Dans l'ordre d'arrivée au premier tour, j'accueille donc sur ce plateau Alain Rousset. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président sortant du conseil régional. Votre liste Nos territoires, nos énergies avec le PS, le PC et le PRG a remporté 28,7% des voix. Edwige Diaz, bonjour. Bonjour. Votre liste Une région au service de la France du Rassemblement national a totalisé 18,2% des voix. Geneviève Darrieussecq, bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre déléguée aux anciens combattants et tête de liste L'Union fait la région pour la République en marche et le MoDem. Vous avez remporté 13,7% des voix. Nicolas Florian, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien maire de Bordeaux. Votre liste L'Union de la droite et du centre pour les Républicains a totalisé 12,4% des suffrages. Enfin, Nicolas Thierry, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président sortant, tête de liste Nos terroirs, notre avenir pour Europe Écologie Les Verts et vous avez obtenu 12% des voix. Merci à tous les 5 d'avoir répondu à notre invitation. Je suis en compagnie de Jérôme Hédan de France Bleu Limousin qui nous accompagnera tout au long de cette émission. Nous sommes ensemble pour 1 heure de débat qui va s'articuler en 4 séquences. D'abord, un bref retour sur le premier tour, puis nous nous intéresserons à 3 thématiques, l'environnement, les transports, la jeunesse. C'est le principe de l'équité qui va s'appliquer à vos temps de parole qui sont bien sûr comptabilisés en régie. On va donc commencer par revenir sur les résultats de ce premier tour. Alain Rousset, vous êtes arrivé largement en tête avec 28,7% des voix. Des discussions ont été engagées dès dimanche soir avec la liste Europe Écologie Les Verts de Nicolas Thierry, sans succès, puisque votre liste repart seule. Vous avez évoqué dans un communiqué des exigences et un ton employé qui était incompatible avec une négociation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un refus de débattre sur le fond, simplement des négociations de postes et de places, donc un peu compliqué. On a attendu toute la nuit. Il n'a pas été possible de discuter. Vous le regrettez ? J'en prends acte. Nicolas Thierry, cette version des faits vous convient ? Ça, ce sont des explications de cours de récréation. Le sujet... Avec des preuves, Nicolas. Bien avec sûr, des preuves, on va... tous les textos échangés et les mails, je les tiens à votre disposition. Avec plaisir, mais on peut aussi on peut prendre de hauteur. Je pense que ce n'est pas digne d'un président de région. Il y a des explications politiques à ça. La première, vous le savez, déjà Alain Rousset, s'il se demandait s'il pouvait acheter les écologistes pour un plat de lentilles, maintenant il a la réponse. Par ailleurs, on sait qu'on a des divergences sur des sujets extrêmement importants. Le sentiment d'urgence et l'urgence d'agir face à la crise écologique, sur les transports, sur l'aménagement du territoire, sur la culture, et puis aussi il y a une clarification politique. Donc ce n'est pas une question de poste, mais une question de fond, c'est ce que vous dites ? Mais c'est une clarification politique globale, parce que quand on parle de poste, on résume les choses. Quand on parle de poste, c'est quoi ? C'est avoir suffisamment d'élus dans une institution pour pouvoir peser sur les politiques publiques. Ce n'est pas des médailles en chocolat qu'on veut, c'est pouvoir avoir un groupe d'élus suffisant pour influencer les politiques de la région. C'est de ça qu'on parle. Et je termine là-dessus, il y a aussi une clarification politique. Alain Rousset, en 2017, a soutenu Emmanuel Macron dès le premier tour. 3 ans après, au régional, il est en alliance avec les communistes, donc moi, je n'ai aucune leçon politique à recevoir. Alain Rousset ? Bon. Je n'ai pas à répondre, surtout pas en plus sur l'environnement et sur la transition écologique, parce que c'est moi qui ai pris l'initiative de Néo-Terra, après avoir fait travailler 450 scientifiques. Oui, mais il faut le noter, pas de leçon à recevoir sur le fond. Et puis dans une négociation, il faut être 2. Là, on n'était pas 2, on était tout seul. On a attendu jusqu'à 4h30 du matin pour pouvoir discuter justement sur le fond. Il y avait manifestement une envie, soit alors de ne pas participer à un gouvernement régional, de ne pas avoir d'unité d'une majorité régionale, et ce dont on a besoin, ce dont les agriculteurs, l'emploi, la recherche, la mobilité, c'est d'avoir besoin d'une stabilité régionale. Manifestement, ce n'était pas le souhait de LV. Juste une remarque, pardon, et après oui. vraiment, je n'empiète pas sur le temps de parole. Alain Rousset, pendant toute la campagne, nous a qualifié d'écologie de la brutalité, en utilisant même des mots comme fatwa. Donc c'est assez étrange aujourd'hui d'entendre cette justification post-premier tour. Nicolas Florian, vous avez totalisé 12,4% des suffrages, pas d'alliance non plus pour vous. Est-ce que c'est une consigne nationale de votre parti ou c'est un choix de votre part ? C'est un choix, puis à triple titre. D'abord un choix politique,
un choix humain et un choix programmatique. Un choix politique, moi je ne fais pas partie de la majorité présidentielle. Je ne suis pas un soutien du président de la République et je ne suis pas un soutien de la République En Marche. Un choix humain, moi j'ai réuni autour de moi 206 colistiers à qui j'ai proposé d'être candidat et avec qui on ambitionne de peser dans le débat régional. Et je ne me voyais pas entre les deux tours leur dire pour des questions de boutiquier, d'équilibre politique. Non, moi je garde la même logique, les mêmes hommes et femmes. Même avec le mouvement pour la ruralité ? Et je finis le volet programmatique. Nous n'avons pas les mêmes projets. Et quand je vous signale que je ne suis pas dans la majorité présidentielle, si je devais devenir président de la région, je serais en désaccord avec le gouvernement. Sur le contrat de projet État-région que je renégocierai, sur la navette aérienne, sur les questions agricoles. Enfin, il y a un certain nombre de sujets où je ne serai en opposition systématique avec le gouvernement. S'agissant du mouvement de la ruralité, j'ai siégé dans le même groupe que M. Eddy Pujalon, et je respecte le combat qui est mené par Jean Lassalle. Mais je leur ai de suite dit que là aussi, ce n'était pas une question d'équilibre politique, d'échange de postes, il s'agissait de fond. Et pour le coup, nous allons reprendre, et j'ai dans mes listes, je suis celui qui a le plus d'agriculteurs et le plus de représentants de la ruralité sur ces listes. Nous allons reprendre ces thématiques sur l'équilibre territorial, la place du service public en ruralité, une plus grande accessibilité, plus de routes, plus de trains. Bref, nous reprendrons toutes ces thématiques que nous avons déjà dans notre projet et nous serons la voix aussi de la ruralité à la région, à Nouvelle-Aquitaine. Merci. Geneviève Darrieussecq, votre liste est arrivée en 3e position avec 13,7% des voix. Est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait pas eu d'alliance avec les Républicains ? Bien écoutez, moi j'avais un objectif, c'est de pouvoir faire évoluer cette région, de pouvoir proposer à nos électeurs de faire évoluer la région, les hommes et les femmes, le projet, les modes d'organisation. Et je pense qu'il fallait un rassemblement le plus large possible. J'ai rassemblé, avant ce premier tour, j'ai rassemblé bien sûr la majorité présidentielle et je ne me cache pas d'appartenir à la majorité présidentielle, je suis MoDem. Le président de la République a demandé que les ministres s'engagent dans cette élection. Je me suis engagée parce que j'aime cette région. J'ai rassemblé l'UDI, j'ai rassemblé le mouvement radical, c'est-à-dire les centristes et des personnalités aussi comme le maire d'Angoulême qui sont des anciens LR, oui. De la droite dite modérée, dite jupéiste, et je les ai rassemblés dans mon équipe. D'un mot, la campagne de l'entre-deux tours connaît quelques ratés de votre côté dans le Lot-et-Garonne. Il y a des bulletins qui ne sont pas arrivés à temps. Certains parlent d'amateurisme. Qu'est-ce que vous répondez ? Oui, et puis je sais qui en parle en plus. Écoutez, moi, je n'ai pas l'habitude de me défausser. Il y a eu des incidents techniques. Ça peut arriver. Je ne jetterai la pierre à personne. Et certainement pas aux entrepreneurs qui avaient en charge ces sujets. Mais j'ai trouvé des solutions. Et nous allons, bien sûr, il y aura des bulletins de vote partout, y compris en Lot-et-Garonne, donc pas d'inquiétude pour nos électeurs. Et voilà, les choses se règlent et vont se régler sereinement. Merci. Je termine ce tour par Edwige Diaz. Votre liste est arrivée en 2e position, 18,2% des voix. Pas d'alliance pour vous. Où sont vos réserves de voix pour ce second tour ? Alors déjà, je voudrais commencer par remercier les 270 000 électeurs qui se sont déplacés dimanche dernier pour voter pour notre liste, dans un contexte d'abstention particulièrement surprenant. Y compris dans votre électorat, d'ailleurs. Et ce qui me fait dire que, en fait, ce premier tour ne compte quasiment pas. De toute façon, dimanche, à l'occasion du 2e tour, on remet les compteurs à zéro, parce que ce sont les candidats qui ont des listes qui se sont maintenus au 2e tour qui pourront avoir des élus. Vous savez, moi je pense que s'abstenir, c'est laisser les autres décider à sa place, ou s'abstenir, c'est laisser les sortants en place. Je sais que nous disposons d'une grande réserve de voix. J'en veux pour preuve le fait qu'en 2015, Jacques Colombier avait recueilli 480 000 voix et que Marine Le Pen, à l'élection présidentielle, à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, avait recueilli plus de 900 000 voix. Donc moi, je lance un appel aux électeurs du Rassemblement national et aux Français d'une manière générale. Je leur dis, vous êtes une personne sur deux à vouloir voir Marine Le Pen élue présidente de la République l'année prochaine.
Donc pour maximiser les chances de Marine d'accéder à la présidence de la République l'année prochaine, il faut que vous vous mobilisiez pour que le Rassemblement national ait des élus locaux. Et là, c'est particulièrement possible parce qu'avec une élection régionale, il y a une dose de proportionnelle. Donc chaque voix compte, chaque voix pourra amener des élus RN. Dernière réaction, Edwige Diaz, sur cette affaire de l'association Anticor de la Gironde qui a envoyé une lettre de signalement au procureur de Bordeaux pour demander l'ouverture d'une enquête préliminaire afin de déterminer si vous avez eu un emploi fictif en tant qu'assistante parlementaire de Jacques Colombier qui était député européen. Comment vous réagissez ? À 2 jours d'une élection, je trouve que la ficelle est un peu grosse, mais je vous répondrai avec plaisir si l'affaire va au bout, ce qui m'étonnerait beaucoup. On parle de plusieurs témoignages, y compris de vos propres rangs. Oui, on verra après les élections, si on en reparle encore. Très bien, merci beaucoup Edwige Diaz. On va passer à la première partie thématique de ce débat qui sera donc consacrée à l'environnement. L'humanité est à l'aube de retombées cataclysmiques, alerte lancée hier par les experts du climat de l'ONU dans un rapport qui constate que les impacts du dérèglement climatique vont devenir palpables bien avant 2050. On va retrouver tout de suite Jérôme Hédan de France Bleu Limousin. Jérôme, l'environnement, c'est une compétence importante des régions. Oui, une compétence très importante, Anaïk. C'est même plus qu'une compétence aujourd'hui au vu de l'urgence que vous évoquiez. C'est une préoccupation majeure, l'environnement. Une préoccupation à tel point qu'on la retrouve, cette compétence, dans quasiment tous les domaines d'intervention du Conseil régional. Domaines des plus matériels, comme par exemple l'entretien ou la rénovation énergétique des lycées, dans lesquels qui n'offrent a priori pas de grands choix stratégiques, quoique. Et puis aux domaines les plus sensibles, bien entendu, par exemple l'environnement comme critère d'octroi et de soutien, d'octroi de subventions ou de soutien aux entreprises, donc à la création d'emplois, et bien sûr l'environnement dans le choix d'un modèle agricole ou encore dans la production et l'utilisation d'énergie verte. Anaïk, eh bien, tout cela doit faire l'objet de décisions stratégiques pour les années qui viennent en Nouvelle-Aquitaine. Merci Jérôme. Un dossier cristallise notamment le débat, celui des éoliennes. Nicolas Thierry, votre position a évolué sur cette question. Pourquoi ? Ce que je dis depuis le début de cette campagne, c'est qu'il faut revoir les modalités de concertation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer les projets sur les territoires. On voit d'ailleurs que dans le nord de la région, on ne peut plus mettre d'éoliennes. Il y a une acceptabilité, exactement, il y a une acceptabilité qui est à peu près nulle aujourd'hui et ça se comprend. Et aujourd'hui, il ne faut pas passer en force. Et c'est vraiment ça le sujet. Moi, ce que je porte, c'est effectivement plutôt aller vers des éoliens offshore flottants au large de nos côtes. On a 800 km de côte, on a un potentiel extrêmement important. Je ne parle pas de l'éolien offshore tel qu'on l'entend aujourd'hui. C'est une nouvelle technologie qui ne bétonne pas les fonds marins, qu'on peut mettre très au large. Et en plus, il y a une filière industrielle à mettre en place. Est-ce que ce n'est pas un renoncement pour un écologiste de dire ça ? Non. Je pense que l'écologie, c'est aussi prendre soin des territoires. Et on ne peut pas imposer les choses sur les territoires. Et aujourd'hui, force est de constater que sur l'éolien terrestre, il y a des grands groupes qui arrivent, qui passent en force, et c'est absolument pas acceptable. Donc, et je précise que sur l'énergie, la priorité, c'est d'abord économiser l'énergie et aller vers de la sobriété. C'est ça la priorité, et c'est sur ça qu'il faut mettre l'argent public, comme la rénovation des bâtiments, par exemple. Edwige Diaz, votre position, elle a été constante, vous, sur ce dossier ? Oui, tout à fait. Contrairement à mes adversaires, nous, au Rassemblement national, nous avons toujours dit que nous étions clairement opposés à l'implantation d'éoliennes. Et tous nos votes tout au long de cette mandature l'ont prouvé. Nous avons voté contre un schéma régional qui s'appelle le SRADET et qui précisément vise à augmenter la capacité énergétique électrique issue des éoliennes. Donc, nous avons voté contre ça et nous avons même déposé un amendement et une motion aussi pour nous opposer à l'implantation d'éoliennes en Nouvelle-Aquitaine. Je déplore que mes collègues présents sur ce plateau aient décidé de refuser notre motion et notre amendement. Elle était truffée de fautes de français et de fautes d'orthographe. Bon, n'importe quoi. Et Il n'y a que ça à dire. Quelles sont vos solutions pour lutter contre le réchauffement climatique ? Eh bien, nous, vous savez, nous sommes très attachés au nucléaire, qui est une source d'énergie peu chère, décarbonée, qui n'est pas intermittente et qui permet à tout le monde de pouvoir se chauffer en hiver et se climatiser l'été. Par ailleurs, nous ne sommes pas opposés à des énergies alternatives, mais qui, disons-le, sont quand même marginales. Je pense par exemple au photovoltaïque en autoconsommation, à la méthanisation dans des zones agricoles, si les agriculteurs le souhaitent. Donc voici quelques alternatives, mais qui ne compenseront en rien l'énergie nucléaire. Nicolas Florian, vous demandez un moratoire sur cette question ? Oui, ce n'est pas que par rapport à l'acceptabilité des choses, parce que si on devait toujours indexer l'action politique sur l'acceptabilité de nos concitoyens, il y a beaucoup de sujets. Si en 80, la peine de mort a été abolie dans ce pays, si on avait dû faire un référendum, elle ne serait toujours pas abolie. Bon.
Donc je ne suis pas trop sur l'acceptabilité. J'entends, effectivement, comme le disaient mes concurrents, on sent bien qu'il y a une réticence. Bon. Mais au-delà de ça, c'est aujourd'hui, et c'est ce qui m'a fait évoluer, en quoi l'éolien serait une source de substitution à une carence que nous aurions. On n'a pas de carence en termes énergétiques. Et je distingue ce qui relève de la source de l'usage. Et je pense que sur ces questions environnementales, quand je parle d'usage, les efforts ils sont apportés sur nos modes de consommation. L'isolation. Donc une sobriété aussi, comme disait M. Plus de sobriété, bien sûr, autant que sur la source, parce que sur la source, on a aujourd'hui l'énergie nucléaire, c'est une filière industrielle qui est sécure. Il y a la question du traitement ultime des déchets, mais c'est sécure et on n'est pas en dépendance énergétique. Donc, sur les questions patrimoniales, sur les questions de rentabilité du projet, parce qu'on oublie trop souvent de dire qu'est-ce qu'on va faire de ces mâts de 30 mètres, de ces pales de 8 mètres, de ces plots de béton de 20 tonnes. C'est surtout les pales qui posent question. Voilà, comment on va traiter tous ces déchets. Pour en revenir sur ce que disait Madame Diaz, enfin, c'est de la politique à la petite vue. Une motion, comme je dis, truffée d'incohérences et de non-connaissance sur le fond. C'est pas du spectacle, la politique. Vous n'avez pas eu le courage pas que de vous opposer au plan de M. Rousset. C'est pas toujours agiter un chiffon rouge avec des... Non, mais je comprends que vous soyez très gêné parce que vous avez été amené à retourner vers la politique, c'est pas le café du commerce. On va donner la parole à Alain Rousset. Les élections de ce premier tour l'ont prouvé. Alain Rousset, vous avez une feuille de route, vous en avez parlé, Néoterra. Est-ce qu'il y a des objectifs chiffrés sur l'éolien dans cette feuille de route? Alors, les objectifs chiffrés sur l'éolien sont compliqués à mettre en place, tout simplement parce que c'est de compétences purement État. Et comme cela a été dit, j'ai demandé aussi un moratoire pour reprendre le débat public, peut-être que dans un certain nombre de lieux, sur la volonté de partage aussi des retombées des éoliennes, ça peut être possible. Moi, je pense qu'il vaut mieux, je suis d'accord avec Nicolas Thierry, travailler sur les éoliennes flottantes offshore. Et la demande que j'ai fait passer, ce qui est un réel problème aujourd'hui technologique, c'est l'aspect de déconstruction, de l'aspect de la façon avec laquelle tous les produits d'ailleurs que notre industrie devrait produire, doit produire, va produire, doivent pouvoir être déconstruits et recyclés. Et ça, c'est un enjeu technologique. Une nouvelle génération d'éoliennes, par exemple. Absolument, une nouvelle génération, mais de tout. De nouveaux médicaments, de tout ce qui, y compris, parce que nous sommes la première région en matière d'énergie photovoltaïque. Sauf qu'aujourd'hui, pour avoir une ferme photovoltaïque importante, il faut plus de 1000 hectares. Donc il y a le même problème d'acceptabilité. Donc il faut qu'on rende plus compactes les cellules photovoltaïques, il faut qu'on les rende plus productives, et il faut qu'on sache les déconstruire. Donc il y a un défi technologique avec des milliers d'emplois, et je souhaite que l'Aquitaine, qui a commencé sur l'hydrogène, sur la batterie électrique, la Nouvelle-Aquitaine, puisse porter cela. Geneviève Darrieussecq, lors du premier débat, vous avez dit « Moi, je trouve ça moche, les éoliennes ». Ça veut dire qu'il faut aussi, là, il faut un moratoire, il faut arrêter d'en construire? À titre personnel, je défie quelqu'un de trouver dans un écrit ou dans mes dires que j'ai pu dire que j'étais favorable au déploiement des éoliennes sur tout le territoire, y compris dans notre région et dans l'ancienne Aquitaine, quand j'étais élue dans l'ancienne Aquitaine. Donc, je suis favorable aux éoliennes offshore, si elles ne représentent pas de danger pour, bien sûr, la pêche et la navigation maritime. Mais je ne suis pas favorable au développement de ce mode d'énergie. Ça veut dire d'autres modes d'énergie renouvelables? Oui, je crois que nous avons besoin de mix énergétique. Je crois qu'on ne peut pas, à l'heure actuelle, dire que notre objectif, c'est de faire du tout énergie renouvelable. C'est absolument impossible. Nous avons des périodes de transition qui seront longues. Nous avons besoin de mix énergétique. Bien entendu, la part du nucléaire, qui va diminuer progressivement, mais qui reste quand même une part importante et qui n'entraîne aucun réchauffement climatique, je le rappelle. Et puis la part du photovoltaïque, la part de la méthanisation, toutes ces technologies qui, comme le dit Alain Rousset, vont progressivement
s'améliorer et vont permettre de pouvoir avoir des productions de plus en plus importantes. Mais je voudrais quand même rappeler qu'il y a une ambition, et il y avait une ambition forte que portait Nicolas Thierry et que portait Alain Rousset, mais enfin moi j'ai un chiffre quand même dans le budget 2019 énergie renouvelable inscrit au budget 17 millions d'euros, réalisé 123 000 euros. Donc on en parle beaucoup, mais en définitive, je ne sais pas ce qu'on fait. Donc moi j'entends tous les discours. Ce que je veux, c'est du concret. Chiffré. C'est mettre en œuvre les choses et les faire de façon, se prononcer pour et les mettre en œuvre. Alors on va Juste passer. une précision allez-y. pour Geneviève Dariussec. Rapidement, parce que je voudrais parler de l'eau ça n'entre pas avec le chiffre que vous avez évoqué, ne comprend pas ce qu'on appelle les méthaniseurs. La stratégie que nous avons mise en place vise à être autonome en gaz vert, certes en 2050, 30% en 2030. L'autre problème il y a des millions d'euros sur les méthaniseurs avec les agriculteurs. L'autre problème que nous avons, et c'est pour ça que j'ai créé un cluster dédié à cela, c'est le problème de la sécurité nucléaire. Parce que nos centrales ont plus de 30 ans. Oui. Comment on les maintient ? Elles sont parfois au bord de l'eau. Elles sont toujours au bord de l'eau pour des raisons qui tiennent au refroidissement. Donc, comment on les maintient ? Comment on les sécurise sur ce qu'il leur reste à vivre ? Et quel est l'avenir après ? Quelle nouvelle technologie ? Autre dossier sensible environnemental que j'aimerais aborder, celui de la gestion de l'eau, particulièrement dans les pratiques agricoles. On parle évidemment de ce qu'on appelle les bassines. Nicolas Thierry, vous vous êtes opposé au principe de ces bassines. Expliquez-nous pourquoi, très simplement. Simplement, j'en profite aussi pour rebondir sur ce que vient de dire Mme Dariussec. Elle disait qu'on aura des transitions très longues. Vous avez évoqué tout à l'heure, il y a quelques minutes, le rapport du GIEC, ce groupe intergouvernemental sur l'étude du climat, qui est quand même qui est très inquiétant. C'est-à-dire c'est un pré-rapport, mais qui indique que en fait, les prévisions sont pires que prévues et que les enfants qui sont d'ores et déjà dans les cours d'école vont probablement avoir des conséquences cataclysmiques. Et que la décennie qui est devant nous, c'est la décennie critique pour agir. Donc penser qu'on va avoir des décennies pour agir et s'adapter, c'est faux. Là, on est vraiment au pied du mur. Et du coup, je fais le lien à votre question sur l'eau. En effet, quand on a ça en tête et quand on lit les rapports scientifiques, on voit que même dans un scénario qui serait très optimiste, mais qui aurait quand même de lourdes conséquences, c'est-à-dire plus de 2 degrés ou 2 degrés, on va avoir une ressource en eau qui va être difficile d'accès, surtout au moment où on en a le plus besoin. Et dans le cas des bassines, pour l'expliquer simplement à ceux qui ne connaissent pas, ce sont des retenues d'eau qui captent directement dans les nappes phréatiques, destinées à moins de 10% des agriculteurs. Et ça se fait au détriment des autres. Pourquoi ? Et je finis là-dessus. Parce que la ressource en eau, c'est un cycle fermé, c'est une ressource limitée. Quand vous la captez, vous la retenez quelque part, c'est au détriment de quelqu'un. Donc, le meilleur moyen, c'est changer le modèle agricole, avoir des sols riches qui captent l'eau et pas la privatiser. Merci. Il nous reste assez peu de temps sur cette partie. J'aimerais vous entendre chacun sur ce problème de l'eau. Quelles sont vos propositions principales ? Geneviève Dariussec, vous vous êtes rendue sur le lac de Caussade, par exemple, qui est pourtant un barrage illégal au départ. Est-ce que vous avez des projets particuliers de ce type-là à faire valoir ? Moi, j'ai surtout un constat, c'est que la région ne s'est jamais emparée de ce sujet dans son ensemble. Et pour moi, c'est gravissime, parce que nous sommes au XXIe siècle, ça vient d'être dit, réchauffement climatique maximal dans notre région. Premièrement, sécuriser, je suis médecin et je sais de quoi je parle, sécuriser l'accès à l'eau potable pour nos concitoyens, premièrement. Deuxièmement, bien entendu, les usages agricoles et industriels. Les agriculteurs ont besoin d'eau, même si on enrichit les terres par des pratiques culturales différentes, même ceux qui font du bio ont besoin d'eau pour faire pousser leurs plantes. Donc, il faut que nous ayons un plan régional, concerté avec tous, afin de pouvoir avoir cette souveraineté alimentaire que nous donnera cet approvisionnement, cette organisation de l'eau sur le territoire. Et la région ne s'est jamais emparée de ce sujet. Alors, et là, il est tard, je dois bien le dire. Réponse d'Alain Rousset ? C'est faux. J'étais tout à l'heure avec... Non, c'est pas faux. Dites pas que c'est faux. J'étais tout à l'heure avec l'ancien président du Conseil... On parlait il y a 15 ans déjà. J'étais tout à l'heure avec le président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne. On a fait des tas de lacs collinaires. On a fait en Limousin, par exemple, un dispositif d'abreuvement des bêtes. Des retenues collinaires, oui. Des retenues collinaires, pas des lacs illégaux, oui. De force. Deuxièmement, oui, il y a un problème, il y a un besoin d'eau pour l'agriculture. Le dispositif sur lequel j'ai mandaté 2 scientifiques
dont un est d'ailleurs sur les listes de Nicolas Thierry. Un autre, qui est le directeur de l'ENSEGID à Bordeaux, c'est de dire quand est-ce qu'on fait des réserves de substitution. Il a beaucoup plu ces jours-ci, on sait qu'il y a eu des inondations. Pendant les périodes de très hautes eaux, on peut effectivement prélever, remplir. Mais pour quelle agriculture? Toute la question est là. Quel modèle? Quel modèle agricole? Donc il faut que l'eau soit un accompagnement de l'agroécologie, de telle sorte que les substances nocives ne rentrent pas dans la nappe et que surtout on ne pompe pas dans la nappe ou dans les rivières quand il y a des assecs. Merci Alain Rousset. Edwige Diaz, vous êtes en retard. Sur cette gestion de l'eau, une ressource indispensable, quelles sont vos propositions? Moi, tout au long de cette campagne, et même avant, j'ai rencontré un grand nombre d'agriculteurs. Et tous m'ont dit la même chose. On a deux problèmes. La question des revenus, qui sont extrêmement faibles, et la question de l'eau. Et la situation agricole de Nouvelle-Aquitaine est dramatique. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Aquitaine, il y a entre 5 et 6 exploitations agricoles qui ferment par jour. Un agriculteur sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Nous avons même des agriculteurs, 40% des agriculteurs de Dordogne qui vivent avec moins de 350 euros par mois. Qu'est-ce que vous leur proposez alors? Donc la solution, oui, mais il faut en prendre conscience et il faut arrêter déjà cet agribashing qui pénalise clairement nos agriculteurs. Moi, je suis pour que les agriculteurs puissent vivre de leurs revenus et de leur travail et pas des primes. C'est-à-dire qu'on a besoin des agriculteurs pour notre indépendance alimentaire, pour notre sécurité alimentaire. Donc moi, je suis favorable aux retenues d'eau, aux bassines, parce que c'est une nécessité pour pouvoir permettre à nos agriculteurs de survivre. Nicolas Florian, sur ce dossier? Je ne serai jamais le président qui empêchera un agriculteur d'arroser ses champs. Et l'eau est une question vitale pour l'humanité, mais aussi pour notre agriculture, parce que c'est ce qui nous nourrit, l'agriculture. Et on ne peut pas d'un côté prôner les circuits courts et à côté de ça délaisser nos agriculteurs. Je ne vais pas rentrer dans le débat technique, parce que là on n'a eu que des échanges technocratiques, on va passer au transport en plus, entre des déclarations d'intention où il faut qu'il fasse beau tous les jours et les agriculteurs. Très bien, non. La réalité, c'est que ce n'est pas en quelques minutes qu'on peut aborder ces sujets. Il y a la question de la ressource. Qu'est-ce qu'on peut puiser ou pas puiser? Et c'est là-dessus où les bassines, effectivement, ça peut paraître paradoxal d'aller puiser dans les nappes pour alimenter quelque chose en surface. Moi, je voudrais plutôt me dire, utilisons ce qui tombe du ciel, les eaux de pluie, stockons-les et après réaffectons ces usages. Quoi qu'il en soit, moi, je prônerai, et c'est moi qui vous le dis, un grand service public de l'eau pour l'agriculture sur la grande région, pour éviter qu'il n'y ait que 7 à 8% des agriculteurs qui puissent en bénéficier dans l'Expoitou-Charentes et qu'il n'y ait pas de privatisation de cette question essentielle. Merci Nicolas Florian. On a pris du retard, on va passer à notre troisième partie consacrée au transport. On va retrouver Jérôme Hédan. Jérôme, les transports, c'est l'une des compétences les plus importantes, les plus clivantes aussi. Oui, une compétence essentielle, bien évidemment, pour les conseils régionaux et au quotidien, pour nous tous, les transports en Nouvelle-Aquitaine. Comment fait-on, par exemple, pour se rendre de Limoges à Poitiers, route, autoroute ou bien train, si l'on souhaite aller de Bordeaux à Dax ou bien encore plus au sud, là encore, LGV, donc TGV, TER ou encore la route et l'autoroute. Le train qui pose aussi la question des cadences, des fréquences sur chaque liaison, des plus importantes aux plus petites lignes dans les territoires ruraux. Alors la région doit décider, puisqu'elle est organisatrice de nos transports du quotidien. Compétences propres, compétences parfois partagées dans le cadre du contrat de plan État-région. Et Anaïk, en effet, sur l'ensemble de nos territoires, les dossiers sont très nombreux et ils sont parfois très sensibles. Merci Jérôme. On va commencer par le ferroviaire. Le Premier ministre Jean Castex a confirmé le financement par l'État d'une partie de la LGV entre Bordeaux et Toulouse. Geneviève Darrieussecq, en 2017, Emmanuel Macron annonçait pourtant mettre la priorité sur les transports du quotidien. Il disait plutôt que de nouveaux grands projets LGV. Il y a eu un changement de doctrine ? Non, je pense qu'il y a très simplement un plan de relance aussi qui est nécessaire et qui va permettre d'aménager ce pays de façon plus active et plus rapide. Parce que le projet LGV n'avait pas été éliminé, il avait été retardé dans le temps, puisque tous les projets LGV qui avaient été faits n'étaient pas financés. Donc moi j'accueille comme une très bonne nouvelle, bien sûr, la proposition, ce qu'a dit le Premier ministre, et nous allons peut-être pouvoir enfin avancer sur ce dossier, sachant que j'ai quand même, et je lui ai d'ailleurs déjà dit, le souhait que ça aille aussi vers Dax,
puisqu'il y a un tronçon commun après Bordeaux, un qui va vers Toulouse et un qui va vers Dax, comme était prévu ce projet depuis le départ. Si vous êtes élu président de la région, il faudra concilier ça avec les trains du quotidien. Comment vous allez articuler ça? Bien sûr qu'il faut continuer à développer les trains du quotidien. Je le dis souvent, les TER transportent 63 000 passagers par jour. Il y a 6 millions d'Aquitains, de néo-Aquitains. On voit bien qu'on ne transporte pas tout le monde. Mais il faut que nous augmentions cette part de passagers tous les jours. Il faut que nous améliorons les cadences des trains. Il faut que nous rendions leur usage facile. Donc, bien sûr qu'il faut poursuivre cela. Mais ça n'empêche. Moi, je ne veux pas opposer les deux. Les deux ont leur utilité. Et sur de la ligne à grande vitesse, on peut mettre aussi du transport du quotidien avec des TER GV. Alain Rousset, vous êtes d'accord avec ça? On peut concilier les deux? Oui, simplement, Geneviève Darrieussecq ne peut pas le dire ici. Vous savez que la France est un des pays démocratiques qui aide le moins le ferroviaire. La compétence des infrastructures qui sont dans un état déplorable, vient du manque de financement de l'État. Même des gouvernements libéraux comme l'Allemagne et l'Angleterre financent 50-65%. En France, 35%. Donc, nous, on est prêts à rénover tout le ferroviaire, les voies ferroviaires, mais qu'on nous donne une ressource. Ça, c'est le premier point. Priorité, bien entendu, aux petites lignes. C'est ce que nous avons signé avec le ministre Djebari pour 1,6 milliard dans les 10 ans qui viennent. Parce que le ferroviaire, c'est un transport décarboné, comme le vélo, comme d'autres, etc. Il faut qu'on se préoccupe de toutes les mobilités. Enfin, oui, je suis bien entendu partisan pour m'être battu un peu seul sur la liaison Paris-Bordeaux, qui a été la plus grande ligne ferroviaire qu'on ait faite. Aujourd'hui, si, Geneviève, un peu seul. Je peux en témoigner parce que toutes les réunions que j'ai eues avec tous les ministres, j'étais tout seul. À la fin, Alain Juppé m'a aidé. Ah oui, non, vrai. Je parle pas. Le résultat, c'est qu'il a fait la différence. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a un problème lié à la direction Bordeaux. L'Espagne, sur lequel l'Europe peut nous aider pour plus d'1 milliard. Parce que les collectivités locales, je ne sais pas ce qu'il en est de la ville de Mont-de-Marsan, si Mme Darrieussecq a discuté avec son successeur, est-ce qu'il va participer pour 100 millions, 200 millions d'euros à cela? C'est un des points. Mais nous devons le faire. Il y a 10 000 camions qui traversent la Nouvelle-Aquitaine. 10 000. Enfin, Limoges, priorité. On est à Limoges en plus. Limoges, priorité, notamment pour la liaison ferroviaire, sur laquelle on a engagé des crédits, et deuxièmement, sur la liaison à 2 fois 2 voies. Est-ce que ce sera une autoroute un jour? Aujourd'hui, il faut qu'on commence les travaux, parce que si on attend tout du ciel et de l'État, on s'en sortira jamais. Nicolas Thierry, pour vous, la LGV, c'est pas question? En fait, c'est une question d'honnêteté politique et intellectuelle. On a entendu que tout le monde veut tout faire. La LGV, c'est 8 milliards d'euros, une nouvelle voie. Si on veut rénover toutes les lignes, ou les moderniser même, de la région, c'est entre 1,5 milliard et 2 milliards. On ne peut pas tout faire. Et vous allez voir, dans la suite du débat, on va aussi vous dire qu'ils vont aussi faire un plan route. Donc, vous faites toutes les transitions. À un moment, il faut faire un choix. Et effectivement, moi, le choix que je fais, c'est de moderniser, effectivement, investir sur Toulouse-Bordeaux pour gagner du temps, mais en modernisant la voie, mais surtout garder l'argent public pour moderniser les lignes du quotidien et qu'on arrive à le faire durant ce mandat. Il faut que d'ici 2028, toutes les lignes de la Nouvelle-Aquitaine soient modernisées. Et dire aujourd'hui qu'on va pouvoir tout faire et que l'argent est suffisant, c'est une position électoraliste. Il faut faire preuve d'honnêteté. Nicolas Florian, sur la ligne à grande vitesse. Vous savez, la grande différence entre M. Thierry et moi, c'est que d'un côté, on vous dit on ne fera rien, et moi, je mets le volontarisme au-dessus de tout. Et j'ai en mémoire Nicolas Sarkozy, quand il est président de la République, qui engage des réformes, et je m'inspire de ça. Sur la LGV, si je deviens président, il n'y aura pas 1 euro de la région sur Bordeaux-Toulouse s'il n'y a pas Bordeaux-Dax. Et je lirai les deux. Et il n'y aura pas que Bordeaux-Toulouse, il y aura les deux, ou sinon il n'y aura rien. Ça, c'est le premier point. Sur l'engagement politique, moi je remercie le maire de Toulouse et la présidente de la région Occitanie, parce que si les deux n'avaient pas fait les poches du Premier ministre lors d'une visite à Toulouse, on n'en parlerait toujours pas. Ici, nous, localement, personne ne s'est préoccupé de ce dossier. Il ne faut pas opposer, ça a été dit par Alain Rousset, il ne faut pas opposer les trains du quotidien et le train à grande vitesse. On peut tout financer? Mais bien sûr, moi j'ai un moyen au moins de financer, c'est qu'on supprime de suite, si je deviens président, Bedouce,
Canfranc, 450 millions d'euros. C'est 1,5 Dès le milliard, lendemain. la LGV, Non, mais pour monsieur Rousset, vous l'écoutez, c'est l'homme de la création. Certains ont mis 7 jours pour créer le monde. Lui, ça fait 23 ans. Mais moi, en quelques jours, il y a des choses qu'on va arrêter de suite. Et notamment la Bedouce Canfranc, 450 millions d'euros. Je l'arrêterai dans l'heure qui suit. Et ces 450 millions d'euros iront pour la modernisation des lignes Brive, Bordeaux, la liaison Blaye-Saint-Marien. Et tout ça sera réaffecté sur le réseau. C'est pas 450, c'est la moitié, parce que l'Europe finance la moitié. Moi, je lis les budgets. De cette belle ligne. Monsieur le Président, moi, je lis les documents que vous me transmettez. Il y a marqué 450 millions d'euros. Que de traverser les Pyrénées sans camion. Une remarque très courte. Oui, Remarque très très courte, courte. Vous après avez vu, ça, quand Madame on a Diaz. parlé d'environnement Oui. juste avant, la nouvelle voie entre Toulouse et Bordeaux, c'est 3000 hectares d'espaces naturels détruits. Vous avez vu à quel point l'environnement est très vite oublié quand il faut vraiment passer dans les discours et les actes. Et Edith si vous Diaz, mettez moins de camions Ça, sur je les comprends. routes, La La modernisation avez fait la même chose. Si Bien vous sûr. mettez Bien La sûr. modernisation fait la même chose. Ça, il faut Vous voir. allez gagner Ça, il quand faut même voir. en Ça, il faut émissions de voir. CO2. Je tiens Ouais, les c'est études un à ta sujet qui disposition. Ah non, mais je les Qui vous regarderai passionne. parce que ça, il faut voir. Non, mais ce que dit monsieur Nicolas Thierry est intéressant. Moi, je n'ai pas connaissance des 5 études études, qui Nicolas. permettraient une modernisation de la voie. 5 Ça, il faut voir. 5 Je sais études. pas. Mais c'est Alain, déjà je fait. sais pas. 5 Je études sais entre pas. 2006 C'est et déjà 2014. fait. Il y a J'en une ai pas heure. connaissance. Je sais pas. Bordeaux-Toulouse, c'est un gain d'une heure. Mais si on a la même chose en Si modernisant on la veut- voie, 13 je ne minutes sais pas. d'écart. Si on Non, veut bien sûr que non. moderniser la ligne Non, moi, j'ai pas lu les études. Toulouse-Bordeaux, ça suppose qu'il n'y a plus de train. Madame moderniser, Diaz, c'est 13 minutes excusez-moi de- messieurs, on va laisser parler Madame Diaz sur ce dossier du rail. La grande vitesse, vous y êtes favorable? Oui, et depuis le début, contrairement aux propos que je peux entendre sur ce plateau, moi je n'oppose pas ni les trains du quotidien, ni les trains à grande vitesse, tout comme je ne les oppose pas non plus à la route et aux voitures. Mais il faut quand même que les téléspectateurs sachent que tout au long de ce mandat, le mot voiture a fait l'objet d'un terrible car bashing. Voilà, c'était un gros mot. Donc moi, je suis favorable à la sécurisation des routes. Et d'ailleurs, la France a connu une des graves crises sociales, c'est-à-dire la crise des Gilets jaunes. Et on se souvient, c'était suite à l'augmentation du carburant. Gouvernement dont Madame Darrieussecq fait partie. Et on n'a pas encore tout à fait fini de parler des routes, mais je rappelle aussi que Monsieur Rousset, qui nous explique qu'il va aussi être du côté des automobilistes, eh bien Monsieur Rousset, vous avez décidé d'augmenter le prix du cheval fiscal en le passant de 35 € à 41 €. Voilà, donc nous, notre position au Rassemblement national, elle est très claire. Il faut passer par un développement des infrastructures routières et ferroviaires. Donc par exemple entre Poitiers et Limoges, vous êtes Mais favorable? exactement, la mise à 2 fois des voies entre Poitiers et Limoges, moi ça fait depuis que je suis élue conseiller régional que j'en entends parler, elle ne s'est jamais faite. Pourquoi? Manque de volonté politique, je ne sais pas. Mais il y a un sujet qui est très important aussi qui concerne les transports, qui semble être un sujet tabou, c'est la question de la sécurité. Il y a une femme sur 2 qui ne se sent pas en sécurité dans les transports et nous déplorons sur le réseau C'est un sondage de régional Nouvelle-Aquitaine. Pardon ? C'est un chiffre régional, une femme sur deux dans Oui, les... tout à fait. Et même l'autre chiffre régional que je veux vous annoncer, c'est le fait que sur le réseau, il y ait entre une agression ou incivilité par jour. C'est pas possible. On ne peut pas totalement continuer dans cet état-là. Il faut ouvrir les yeux. Oui, les usagers ont peur d'emprunter les transports en commun et oui aussi les conducteurs de car ou de train ont peur d'aller travailler le matin. Donc moi, ce que je veux mettre en place, eh bien, c'est renforcer les budgets de manière à développer la sûreté ferroviaire pour que les usagers puissent aller au travail en toute sérénité. Sur la sécurité? Vous savez, non, quand Mme Diaz parle de car bashing, elle utilise aussi souvent le terme d'écologie punitive. Ce qui se cache derrière, c'est son climato-scepticisme. Ah oui, c'est qu'en tout fait, de suite. son parti ne croit pas en la réalité Non, mais vous du êtes dérèglement une climatique. caricature. On Vous a êtes passé dans le 6 ans. catastrophisme. 6 ans, on a Mais passé c'est votre 6 ans. fonds de commerce. Hein, Alors, c'est votre Madame fonds de Diaz, commerce de on a faire dit du à l'instant que c'est la catastrophisme. communauté Moi, vous scientifique. savez, Vous pouvez laisser je me parler mets- parce que le faux de parole, ça ne permet pas le débat. Mais laissez-moi finir. Je me mets du côté des automobilistes. C'est les scientifiques qui vous ceux ont disent. besoin de prendre Personne leur vous dit le voiture tous les contraire. matins. Pas tout le monde, Monsieur Allez-y. Thierry, ne Allez-y. peut aller travailler en trottinette Mais je viens électrique. du milieu rural, je je suis le désolée. sais. Ben, vous semblez À l'ignorer. l'instant que vous prenez en compte le dérèglement climatique et dans la seconde après dire que vous voulez faire un plan route, la réalité c'est que vous êtes climato-sceptique. On l'a vu pendant Bah, écoutez, 6 ans dans restez dans l'Assemblée votre régionale. caricature. Vous êtes un parti Mais très bien, anti-science. vous restez dans Alors, le c'est sur la question catastrophisme, sur la ce sécurité caractère. dans les transports, oui. Sur la sécurité dans les transports, d'abord, une agression par jour, c'est stupide. C'est pas vrai. Enfin, c'est la CGT cheminot quand même qui le dit. C'est vos amis, Monsieur Rousset. Deuxièmement, si vous faites un accord avec la CGT, Bah écoutez, lisez si le France Front 3, National fait un accord avec la CGT cheminot, CGT, c'est eux qui on ont aura voté tout ce vu. chiffre. Deuxièmement,
Deuxièmement, j'ai signé une convention avec la gendarmerie. Bien entendu, il y a la police ferroviaire pour assurer la sécurité dans les transports. Je rappelle quand même, parce que dans ce débat des régionales, pas simplement en Nouvelle-Aquitaine, on parle de compétences qui sont des compétences d'État. Oui. Moi, je veux bien, comme en Espagne, en Allemagne, en Italie, qu'on me confie des compétences de sécurité. Mais cette espèce de démagogie qui vise à dire « vous faites tout » et n'importe quoi, c'est insupportable. On a financé, par exemple, pour 26 millions d'euros la sécurité par le système des visioconférences avec le conseil d'administration des lycées. On a mis 26 millions d'euros. Tout cela est équipé pour sécuriser tout cela. On prend notre responsabilité. Je vois d'autres collègues présidents de la région en train de s'engager sur l'armement là, on parle du national. de la police municipale. On va juste laisser répondre Mme Darrieussecq et M. Florian avant de passer à la jeunesse. Monsieur Florian. Mais, oui, encore une fois, la différence entre ceux qui sont dans l'abandon d'idéal. Quand on est élu, qu'on aspire à être élu, c'est qu'on veut améliorer la situation des gens. Donc certes, ce n'est peut-être pas la compétence prioritaire de la région, mais moi je proposerai un pacte régional de sécurité déjà dans nos domaines de compétences. Tous les lycées seront occupés de vidéoprotection avec moi. C'est fait. Non, c'est pas vrai. Si. Ce n'est pas vrai. Si. Ce n'est pas vrai. Et je le maintiens. Mais prouvez-le, Monsieur le Président. Ça a été fait en relation avec tous les conseils d'administration des lycées. Mais on ira ensemble dans des lycées et on verra s'ils sont tous équipés de vidéoprotection. J'aimerais bien qu'on me donne des Dans les transports, moi, je mettrai en place un système de financement qui permettra, avec la sûreté ferroviaire, qui existe, mais à Paris, pas ici, d'avoir des effectifs. Et j'équiperai, j'aiderai toutes les communes qui veulent doter leur police municipale d'équipements, d'armements, de le faire. D'autres régions le font. Pourquoi nous, on ne le ferait pas ? On n'a pas à s'intéresser à la question de sécurité ? Si, moi je suis pour protéger mes concitoyens. Il faut d'abord s'occuper du cadre de vie de nos jeunes. De Geneviève Darrieussecq sur ce sujet ? Sur le sujet de la sécurité. Dans les transports ? Bon, la sécurité, il faut sécuriser ce qui est dans le champ de la région, c'est-à-dire les établissements scolaires, bien entendu, les CFA et bien sûr les transports. Pour le reste, arrêtons d'opposer le ferré et le routier. Je suis favorable, bien entendu, au développement du routier et au maillage de la région, notamment le maillage des villes moyennes de la région. Des liaisons entre les villes moyennes. Par des infrastructures de qualité, sécurisées pour ceux qui y sont dessus. Par contre, je suis favorable à ce que l'on aide les entreprises pour qu'ils changent de carburation pour leurs véhicules, pour qu'il y ait cette vraie transition énergétique au niveau des entreprises et qu'ils puissent changer le mode d'énergie pour mettre dans leurs véhicules. C'est là que nous gagnerons. Ce n'est pas en ne mettant plus des véhicules sur les routes, c'est en évoluant dans les modes de déplacement. Le temps passe très vite, on va passer à la dernière partie de ce débat qui sera consacrée à la jeunesse. Nous retrouvons une dernière fois Jérôme Hédan de France Bleu Limousin. Le paradoxe, Jérôme, c'est que cette jeunesse qui est une compétence forte des régions, eh bien, elle ne s'est pas déplacée pour voter dimanche dernier. Oui, très, très paradoxal, Anaïque, en effet. On ne va pas rappeler évidemment ces taux d'abstention records, et notamment chez les jeunes adultes, des taux qui ont explosé avec quelques variables selon les départements de Nouvelle-Aquitaine, mais tout de même. Et pourtant, la jeunesse, ô combien est-elle concernée par les compétences et les domaines d'intervention du Conseil régional ? Alors avant même l'âge du droit de vote, on l'évoquait à l'instant, et on pense là au lycée et aux lycéens. Certes, il y a des compétences purement techniques, comme les travaux, l'entretien ou l'aménagement des lycées. Mais au-delà des compétences de la région concernant la jeunesse, eh bien, elles sont très larges pour le soutien, pour l'accompagnement et la formation des jeunes, pour la culture également, pour leur faciliter le chemin vers l'emploi et donc faire le lien avec les entreprises qui embauchent sur nos territoires. Dans ce domaine, on le comprend, Anaïque, eh bien, il y a de quoi mettre en place une véritable politique régionale en la matière pour la jeunesse. Merci Jérôme. La Nouvelle-Aquitaine, c'est donc 300 lycées, 102 centres de formation des apprentis. Aux jeunes, à leurs parents ou à leurs grands-parents qui nous regardent, on l'espère en tout cas. Quelles sont vos propositions, Nicolas Thierry? Vous avez du retard, ainsi que Madame Diaz, sur ce sujet. Le meilleur service déjà qu'on peut rendre aux jeunes, c'est de ne pas hypothéquer leur avenir. Je refais le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand on sait que dans 30 ans, ils vont vivre des conséquences cataclysmiques, ce n'est pas moi qui le dis, encore une fois, Madame Diaz, ce n'est pas moi qui suis catastrophique, ce sont les scientifiques. Ça devrait occuper tous nos débats. On devrait concentrer nos débats là-dessus. Ça conditionne absolument tout le reste. C'est-à-dire que les jeunes qui ont 10 ans aujourd'hui, à peu près à nos âges, aujourd'hui à 40-50 ans, vont vivre dans un monde qui sera bouleversé. Et c'est ça
qui doit vraiment nous préoccuper. Et par ailleurs, il y a eu cette pandémie. Et en plus, qui leur permet, même à très court terme, de ne plus se projeter. Donc là, il y a des solutions très concrètes à mettre en place en termes de formation. Nous, on propose par exemple que tous les jeunes de moins de 25 ans sans emploi puissent bénéficier d'une formation gratuite pour pouvoir se projeter soit sur des métiers à court terme, l'hôtellerie, la restauration, le bâtiment. 155 000 emplois non pourvus en Nouvelle-Aquitaine, faute de gens formés. Et par ailleurs, il y a une nouvelle filière qu'on va faire émerger, l'hydrogène, l'isolation des bâtiments, l'agroécologie, où là, il faut préparer les Néo-Aquitains et les jeunes pour demain préparer une nouvelle prospérité. Et c'est ça qu'il faut leur rendre ce service-là. Et il y a une détresse aussi particulière chez les étudiants aujourd'hui. On sait qu'ils renoncent à se soigner, ils renoncent à s'alimenter. Problème d'argent. Faute de moyens. Donc là, on propose par exemple de mettre des épiceries solidaires sur les campus pour avoir des produits bio et locaux à tarif réduit et aussi maintenir des lieux de santé, de prévention avec des médecins spécialistes pour que les jeunes continuent à se soigner et n'y renoncent pas. Donc il y a vraiment urgence. Et l'enjeu, et je finis là-dessus, c'est vraiment avoir des propositions très concrètes pour permettre à notre jeunesse de mieux vivre et surtout, j'insiste là-dessus, pouvoir continuer à se projeter dans l'avenir. Une société où la jeunesse ne se projette plus dans l'avenir a beaucoup d'inquiétudes à se faire. Edwige Diaz, cette jeunesse, comment comptez-vous l'accompagner si vous êtes élu ? Oui, moi je me mets à la place de tous ces jeunes qui ont été sacrifiés par la gestion calamiteuse de la crise sanitaire. J'irais même jusqu'à dire qu'on leur a volé une partie de leur jeunesse. Quand j'entends les discours catastrophistes, je me dis que je comprends que la jeunesse n'ait pas confiance en son avenir. Moi, je veux être la présidente qui sera à côté des jeunes, précisément pour les accompagner, pour leur donner confiance et surtout parce que je sais qu'il y a une jeunesse qui a très envie de travailler et qui n'a pas envie de recevoir l'aumône que vous leur proposez. C'est la raison pour laquelle on va commencer très tôt avec les lycées. Je parlais tout à l'heure de la sécurisation des lycées. Il faut que les élèves puissent apprendre dans un environnement serein, que les enseignants puissent aussi enseigner dans un environnement serein et que les parents d'élèves puissent aussi mettre leurs enfants à l'école concrètement, sereinement. Ça se traduirait par quoi ? Donc, ça va se traduire par un grand plan de lutte contre le harcèlement scolaire qui est une réalité aujourd'hui et qui malheureusement n'a pas suffisamment intéressé les politiques publiques. Je veux aussi que les jeunes puissent aller travailler. Des fois, c'est loin de chez eux, malheureusement. Donc, je veux les aider à financer leur permis de conduire. Mais pas en se basant, par exemple, sur le quotient familial, mais en récompensant ceux qui travaillent, en cofinançant leur permis de conduire à partir du moment où ils consacrent du temps à des associations qui vont, par exemple, créer de l'accompagnement pour les personnes âgées. Et ensuite, je veux associer les entreprises au développement professionnel et à l'insertion professionnelle des jeunes, aider particulièrement les entreprises qui vont embaucher un jeune et à partir d'une subvention régionale d'un montant assez élevé, je voudrais que l'on conditionne cette subvention à l'embauche d'un jeune en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage, par exemple. Geneviève Darrieussecq, vous voulez investir 1 milliard d'euros sur la jeunesse, c'est ça ? Oui. Comment ? Bien entendu, il y a les lycées, il y a toutes les politiques qui sont à mettre les unes derrière les autres et ça représente 1 milliard d'euros et cette somme a diminué au Conseil régional ces dernières années. Non, c'est pas faux, Alain Rousset, chaque fois vous dites c'est faux. Quand on essaie de donner véritablement des chiffres, moi je veux que l'on reste à 1 milliard d'euros, peu importe. Moi, j'ai la mère des batailles pour la jeunesse, à mon sens d'abord, c'est cet accompagnement que nous leur devons dès le départ, c'est l'orientation. Il faut que nous nous emparions de l'orientation pour aider les jeunes à choisir les métiers où ils peuvent exercer leur talent et pour qu'ils réussissent ensuite et qu'ils soient épanouis et qu'ils soient... C'est-à-dire faire de l'information ? Alors, ça doit être développé, à mon avis, dès le collège, de façon vraiment très, très proactive. Il y a une grande faille dans l'orientation dans notre pays. Donc, l'orientation. Ensuite, dans les établissements scolaires, au niveau des lycées, tous les jeunes qui rentrent en seconde recevront un équipement numérique. Parce qu'il y a des jeunes qui n'ont pas d'équipement numérique chez eux, d'ordinateur ou de tablette, selon les besoins, bien sûr. Et ensuite, je crois qu'il faut accompagner tous les jeunes, les apprentis, les stagiaires. Ils ont un souci de logement. J'ai fait le tour de cette grande région. Ils ne peuvent pas se loger. Donc, aider à créer des logements pour les apprentis, pour les stagiaires, pour les jeunes en formation, mais également, bien sûr, pour les étudiants, puisque dans mon projet, c'est 20 000 logements étudiants qui seront créés dans les différentes villes universitaires de cette région. Alain Rousset, vous avez mis en place les campus des métiers, notamment. Oui. Quelles sont vos propositions, si vous êtes réélu, pour la jeunesse ?
Alors, il y a plusieurs choses, parce que ce que vient de dire Geneviève Darrieussecq, je suis assez d'accord. Un effort considérable, puisqu'on est une des régions qui intervient le plus sur les lycées, 1,2 milliard récemment. Notre première obligation, parce qu'on part un peu dans tous les sens, on a des compétences, et on n'a pas toutes les compétences. L'orientation est essentielle. Je me suis battu pendant 10 ans comme président de l'Association des régions de France pour avoir la compétence orientation. En fait, on a la compétence information sur l'orientation. Il y a plus de 10 ans, j'ai créé une structure qui fait se parler le monde de la formation et le monde de l'entreprise, qui s'appelle Cap Métiers, et qui travaille sur tout le grand territoire de la grande région pour donner cette information. Ce n'est pas suffisant. On vient d'avoir la possibilité d'intervenir dans les collèges, mais c'est à travers d'une autorisation de l'Éducation nationale, et ce n'est pas si simple que ça, parce que là où je suis d'accord avec Geneviève Darrieussecq, c'est que c'est bien 4e, 3e qu'on peut faire. Troisièmement, le logement. On a engagé depuis plus de 10 ans une grande politique sur le logement des jeunes. D'abord les lycées, parce que c'est notre compétence. Ensuite les CFA, les MFR, les maisons familiales et rurales, que j'adore dans leur fonctionnement. Logement étudiant, on a créé déjà 10 000 conjointement avec le Crous. Ensuite, il y a une chose qui est très importante, que j'ai ramenée du Québec, qui est un système d'assistance à la lutte contre le décrochage scolaire. Il y a trop de jeunes qui décrochent. Donc on a une plateforme, on a du mentorat. Il faut faire un effort sur ces 2 points. Il faut faire sûrement du tutorat aussi à un moment donné. Et puis, il faut avoir une solidarité immédiate. Ce qui s'est passé quand des milliers de jeunes étudiants étaient enfermés dans des cités universitaires, on est venu. Alors, on n'avait pas eu le temps de faire des épiceries solidaires. Elles se sont créées, on les a accompagnées. Votre temps de parole s'envole, monsieur Rousset. La gratuité du permis de construire, du permis de conduire. Du permis de conduire, très bien. Monsieur Florian, sur la jeunesse. Moi, je ne vais pas rajouter à ce catalogue. Le problème, c'est que c'est toujours les vieux qui parlent des jeunes. Alors, on est toujours le vieux de quelqu'un ou le jeune d'un autre. Et je mets dans le lot, et je mets dans le lot, et je mets dans le lot. Pas moi, je ne me mets pas dans le lot. Oui, voilà. bon, enfin, au final, un gamin de 15 ans, tout ce qu'on peut raconter, c'est pas ça qui le concerne. Ce qui le concerne aujourd'hui, c'est de savoir quel est son avenir. Et son avenir, c'est à nous le construire, c'est vrai, lui permettre par des filières de formation, le logement, l'éducation, la santé. Mais c'est leur réapproprier leur destin. Et moi, ce qui m'interroge aujourd'hui, c'est voir tous ces jeunes qui ont peur de l'avenir. Et si on a une responsabilité, c'est leur n'ayez pas peur de l'échec. Là, vous voyez, autour de ce plateau, on est 5. Il y en a 4 qui vont subir un échec dimanche soir. Ça ne nous empêchera pas, aux uns et aux autres, quels que soient les résultats, mais de continuer. Et c'est ce message que je veux faire passer à la jeunesse. On est là pour vous accompagner, pour vous aider, mais appropriez-vous votre avenir. Et parmi les choses que je propose, s'il y avait au moins une chose, c'est qu'il faut donner la parole aux jeunes. Et je propose la mise en place d'un conseil régional de la jeunesse et qu'on leur donne la parole pour leur dire, voilà, qu'est-ce que vous souhaitez faire dans tel ou tel domaine, quels sont les moyens financiers qu'on mettra sur la place et qu'on arrête toujours, nous les anciens, à parler à la place des jeunes. Et ces jeunes, ils ne votent pas. Qu'est-ce que vous leur dites ? On n'a pas droit à citer dans la vie quand on n'a pas le droit de vote ? Bien sûr, mais justement, le fait que les jeunes ne soient pas venus voter à ce premier tour... Il y a 20%, madame, de la population qui a moins de 18 ans, ils n'auraient pas le droit de citer. C'est pas ce que je dis, je parle des jeunes qui n'ont pas été votés au régional. C'est un regret pour vous, j'imagine. Oui, mais comme un regret général, qui est 65% de nos concitoyens qui n'aient pas été votés. Et je les incite à les voter, quel que soit le bulletin de vote qu'ils vont mettre dans l'urne. Ce n'est pas le sujet, il y en a qui ont souffert pour le droit de vote. Mais les jeunes, il faut leur redonner la parole et puis arrêter de toujours penser à leur place. Oui, on doit leur donner un cadre, leur donner une orientation, les préparer, mais moi j'ai envie d'avoir des jeunes qui ont envie de renverser la terre, de refaire le monde. C'est ça notre responsabilité de demain. Nicolas Florent, juste une remarque. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes en responsabilité, ou en tout cas qui tentons de l'être. Et c'est ce qu'on va faire maintenant qui va quand même conditionner leur avenir. Oui. Donc on a une responsabilité immense. On ne peut pas juste leur dire... Bien sûr. C'est nous qui préparons leur avenir au regard de la situation telle qu'elle est. Alors nous approchons de la fin de cette émission. J'aimerais maintenant vous donner à chacun une carte blanche d'1 minute environ afin de faire passer le message que vous souhaitez transmettre aux électeurs de Nouvelle-Aquitaine qui sont appelés à voter dimanche, je le rappelle. Dans l'ordre d'arrivée donc au premier tour, on va commencer par Alain Rousset, c'est à vous. Bien, j'aime cette grande région, la plus grande et peut-être la plus belle région de France. Et j'aime aussi l'action régionale, pour l'avoir fomenté dans une vie antérieure et dans des zones d'activité où j'ai assumé des missions de reconversion et d'emploi. Ce qui nous surplombe aujourd'hui, c'est 2 éléments. Le réchauffement climatique, et je suis d'accord avec Nicolas Thierry, et la justice. La justice, le respect
l'humanité. Il y a un problème dont on n'a pas parlé, c'est celui de la santé. Il sera dans ce mandat un des objectifs majeurs, à la fois sur la formation des métiers de santé, sur la proximité médicale, mais aussi sur ce travail qu'on a commencé de recherche d'immenses réseaux régionaux sur le vieillissement, sur le cancer, sur l'accompagnement des personnes âgées et les maladies du vieillissement, que la région Nouvelle-Aquitaine reconquiert ce qui fait aujourd'hui cette fragilité et ces brisures. Merci Alain Rousset. Edwige Diaz, c'est à vous. Oui, alors dimanche, cette élection, c'est un enjeu majeur. En clair, si je ne gagne pas la région, on repart pour 7 années de socialisme. Alors moi, je m'adresse aux électeurs de Marine Le Pen et je leur dis, vous êtes très nombreux à ne pas avoir été votés dimanche, mais là, c'est le deuxième tour qui va compter, c'est le deuxième tour qui va permettre au Rassemblement national d'avoir des élus et d'emporter la région si vous vous mobilisez. Et j'ai un deuxième appel à passer aux électeurs de droite. Si, comme moi, vous n'en pouvez plus de cette gestion socialiste qui favorise l'immigration, l'insécurité, qui n'a rien fait pour lutter contre le chômage ni pour lutter contre la fracture territoriale, eh bien, reportez-vous sur ma candidature au nom du vote utile. En tout état de cause, moi je suis conseillère régionale sortante, je connais la région, je connais ses compétences, je suis prête à diriger la région et je serai à la hauteur de vos attentes. Geneviève Darrieussecq. Bien, je voudrais dire aux Néo-Aquitains que je me suis présentée dans cette élection avec beaucoup de sincérité et un engagement total. Très simplement parce que j'aime cette région, qui est la mienne, qui est la nôtre, que je la connais et que je la vis depuis toujours. Et il me semble que cette région a vraiment besoin de mouvement, a besoin de changement, respiration démocratique, changement d'équipe, changement de mode de fonctionnement, idées nouvelles, bref, modernisation, innovation. J'ai proposé aux Néo-Aquitains un contrat de confiance. Et ce contrat de confiance, je voudrais qu'il s'en empare dans cette élection. Contrat de confiance autour de la proximité, agir près d'eux pour les protéger dans tous les domaines, la santé, les déplacements, l'emploi, la formation, le climat, bien entendu. Et puis, ce contrat de confiance, je le veux complet et je ne sais travailler qu'en confiance avec mes concitoyens. Donc, je suis une femme de parole. Tous ceux qui me connaissent vous le diront. Donc, merci. Voilà, ayez confiance en moi. Votez pour l'Union fait la région. Nicolas Florian, le mot de la fin. Nous sortons d'une crise exceptionnelle qui va marquer nos cœurs, nos corps. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de sortir de cette crise. Il faut méditer sur les causes et les conséquences qu'ont produit cette crise. Et il faut maintenant se diriger vers l'avenir. Et l'avenir, c'est un territoire équilibré. Je ne veux plus de déséquilibre entre la ruralité et le monde urbain. Je ne veux plus de jeunes qui se retrouvent à 3 heures d'un centre d'activité. Je ne veux plus d'agriculteurs qui soient en difficulté dans leur production, dans leur exploitation. Je veux un territoire équilibré qui se projette vers l'avenir. Et c'est l'enjeu des mois qui viennent. Ce n'est pas l'enjeu des années qui viennent, c'est l'enjeu des mois qui viennent. Je veux une région qui prenne soin de ses habitants dans leur sécurité, dans leur santé et dans leur capacité à travailler et vivre sereinement dans leur territoire. Merci Nicolas Florian. Nicolas Thierry, c'est à vous. On doit retrouver le goût de l'espoir. Les scientifiques nous disent les 10 prochaines années vont être absolument déterminantes. Le mandat régional, après cette élection, va couvrir la décennie. Ça montre à quel point le vote de dimanche est absolument déterminant. Ce qui se joue, c'est l'avenir des 20 ou 30 prochaines années. Il faut réinventer notre manière d'habiter nos territoires, notre manière de produire de la nourriture, notre manière de nous déplacer, notre manière aussi de créer de la richesse. Et si on ne le fait pas, nos jeunes, aujourd'hui, n'auront pas d'avenir. Donc vraiment, l'appel que je lance, c'est voter pour l'espoir. Aujourd'hui, on l'a vu dans ce débat, vraiment, au-delà des mots, si vous ne votez pas écologiste, ça sera l'immobilisme. Donc, donnez-nous la force de changer les choses, faites-nous confiance, c'est le moment et on peut tout changer.
Merci beaucoup à tous les 5 d'avoir participé à ce débat sur France 3 Nouvelle-Aquitaine, un débat qui était traduit en langue des signes et que vous pouvez revoir en ligne sur notre site internet. Merci aussi à Jérôme Hédan de France Bleu Limousin de m'avoir accompagné. On vous donne évidemment rendez-vous dimanche pour les différentes soirées électorales sur l'antenne de France 3 Nouvelle-Aquitaine pour suivre à la fois les régionales et les départementales. Tout de suite, vous allez retrouver vos éditions locales. Merci beaucoup de votre fidélité et à très bientôt.